Question de Tony Romero. Question délicate. Bonsoir tout d'abord chez Président. Comment vous préparez-vous à répondre aux futures attaques médiatiques si vous êtes candidat reconnu ? Comme par exemple sur votre passé proche de Charles Pasqua, personne qui sent un peu le soufre médiatiquement. Écoutez, oui, je serai attaqué. D'ailleurs, pour l'instant, c'est pas le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis pas attaqué, puisque pour l'instant, je suis délibérément censuré. Voilà. C'est une censure absolue qui me frappe. De façon, on va d'ailleurs publier dans quelques jours une vidéo, un nouveau document qui permet de prendre la mesure effarante de cette censure qui piétine les textes les plus fondamentaux de la République. Je rappelle que l'article 4 de la Constitution française précise que les partis politiques participent de façon équitable à la vie démocratique de la nation. Donc un parti comme le nôtre, qui a fait 0,9% des suffrages, nous avons rassemblé 190 000 électeurs en décembre 2015, nous aurions dû avoir près de 1% des émissions politiques au cours de l'année 2016. On a eu rien. On a eu 5 minutes à l'été ou le 15 août sur RMC, et on a eu 32 secondes sur France Culture, c'est tout. Alors que le parti politique de M. Macron, qui a fait 0 électeur, M. Macron n'a jamais eu aucun électeur, lui a eu des centaines et des centaines d'heures. Alors effectivement, oui, sans doute que je vais être attaqué. Qu'est-ce que vous voulez ? Si je suis candidat, effectivement, je passerai un peu dans les médias et je serai probablement attaqué. C'est même pas sûr d'ailleurs, parce que si on m'attaque, on me donnera de la publicité. Je crois que les grands médias feront en sorte de faire en sorte que ma candidature soit la plus invisible possible, même si je suis candidat. D'ailleurs, ça ne me dérangera sans doute même pas de piétiner l'inégalité de traitement, puisque c'est d'ailleurs été prévu par la loi Urvoas. Pendant sur les 5 semaines de campagne, il y aura 3 semaines où devra prévaloir l'équité. Alors, s'agissant de Charles Pasqua, je ne veux pas éluder du tout la question. Je renvoie les auditeurs tout simplement au site UPR, où on a répondu déjà à cette question depuis bien des années. Oui, j'ai travaillé auprès de M. Pasqua. C'était il y a 15 ans. C'était même il y a 17 ans, à partir de l'an 2000 jusqu'à la fin 2003, début 2004. J'étais au Conseil général des Hauts-de-Seine et ensuite j'étais son directeur de cabinet. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que c'était il y a 17 ans quand même. La deuxième, c'est que M. Pasqua était le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Il a été le ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, et que moi, quand j'ai été auprès de lui, il ne l'était plus. Il était président du Conseil général des Hauts-de-Seine. La troisième chose, c'est que tout le monde, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup plus près de M. Pasqua que moi. Je rappelle que M. Dupont-Aignan, par exemple, on ne lui en parle pas, mais M. Dupont-Aignan faisait partie des députés qui avaient suivi M. Pasqua. Et moi, je n'étais pas les députés avec Jacques Millard, Lionel Lucas, Jean-Jacques Guillet, Nicolas Dupont-Aignan étaient la garde rapprochée de M. Pasqua. Pourquoi est-ce qu'on ne demande jamais à M. Dupont-Aignan ce qu'il faisait avec M. Pasqua ? Je rajoute aussi que si on va par là, il faut demander aussi aux uns et aux autres avec qui ils ont travaillé. On peut dire plein de choses sur M. Pasqua, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il a été un des plus jeunes résistants de France et qu'à 16 ans, il était dans le maquis. Voilà. Il faisait de la résistance. Voilà. Moi, je me rappelle, il m'avait montré un brevet qu'il avait obtenu, dont il n'était pas peu fier d'ailleurs, de résistant qui lui avait été attribué et qui, sauf erreur de ma part, était signé de Charles de Gaulle d'ailleurs. Si on va par là, j'aimerais à ce moment-là qu'on interroge M. Mélenchon. M. Mélenchon qui a été un des très proches de François Mitterrand. François Mitterrand, au moment où Charles Pasqua était dans la Résistance, François Mitterrand, lui, se faisait remettre en avril 1942 à Vichy, on a la photo, la Francisque numéro 2202, par le maréchal Pétain. Il faisait don de sa personne au maréchal Pétain, comme le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France. C'était le serment qu'il devait prêter. Et pour obtenir la Francisque, il fallait l'avoir demandé et avoir 2 parrains. Voilà. Donc on pourrait aussi demander à M. Mélenchon, mais comment ça se fait que vous étiez auprès de M. Mitterrand ?
Je signale aussi que M. Mitterrand, beaucoup plus tard, et pendant même qu'il était président, à l'époque même où M. Mitterrand était président de la République et où M. Mélenchon faisait partie de son entourage, était ministre, M. Mitterrand protégeait René Bousquet, l'auteur de la rafle du Veldiv. Cette rafle du Veldiv, où des Juifs ont été raflés pour être ensuite envoyés dans les camps d'extermination. Donc moi, si on m'interroge sur M. Pasqua, franchement, je préfère avoir travaillé auprès de M. Pasqua qu'auprès de quelqu'un comme François Mitterrand, qui avait protégé l'auteur de la rafle du Veldiv ou qui s'était fait attribuer la Francisque. Voilà. On pourrait d'ailleurs en dire tout autant de M. Hollande, hein, ou d'ailleurs de la plupart des caciques de la gauche. En fait, je pense que ça serait pas un bon procès d'ailleurs qu'on ferait à M. Mélenchon. Il y a beaucoup d'autres choses à reprocher à Jean-Luc Mélenchon. De la même façon que c'est pas un bon procès de me faire ça, parce que ce n'est pas parce qu'on a travaillé avec quelqu'un qu'on a partagé tous ses faits et gestes qu'il a pu faire 10 ans ou 20 ans avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de culpabilité par contact. Ça n'existe pas. Troisièmement, c'est qu'il faut juger une personnalité en fonction de ses évolutions. Voilà. Moi, j'étais allé auprès de M. Pasqua et de monsieur, à l'époque, lorsqu'il avait créé le RPF, pour des raisons, parce que je m'étais un peu trompé, d'ailleurs, même beaucoup, puisque je pensais que c'était un mouvement néo-gaulliste. En fait, c'était un mouvement souverainiste. J'ai apprécié, d'ailleurs, Charles Pasqua, qui était un homme qui avait, dans le privé, était un homme gentil, sympathique, et qui avait quand même une certaine vision de la France. Il faut le lui reconnaître. C'est quand même quelqu'un qui avait le sens de l'État. Maintenant, moi, je n'ai jamais été mêlé ni de près ni de loin. D'ailleurs, je pense qu'un certain nombre de mes adversaires politiques ont dû chercher, mais ils peuvent toujours chercher. Je n'ai jamais été mêlé ni de près ni de loin à la moindre des affaires de M. Pasqua, pour la raison simple que je suis arrivé alors que tout le monde a commencé à s'en aller. Moi, j'étais allé pour des raisons politiques. Je croyais qu'il voulait recréer un mouvement néo-gaulliste. En fait, la déception que j'ai eue, c'était de découvrir que c'était un mouvement souverainiste, c'est-à-dire un mouvement qui critique l'Union européenne, mais qui veut jamais en sortir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par prendre mes distances de Charles Pasqua. Mais je ne regrette pas d'y être allé, parce que j'ai appris des tas de choses. J'ai vu de près ce qu'on appellerait un peu une bête politique, quand même. Et j'ai appris auprès de lui un certain nombre de choses, et puis un certain nombre de confidences sur la vie de cette époque, la vie, les allées du pouvoir du temps de Jacques Chirac, et qui me sont précieuses et qui ont contribué à ma maturation politique, je pense. Voilà. Donc je répondrai ça, et puis si on m'interroge là-dessus, je répondrai ça. Voilà. Et puis je dirais surtout que ce qui importe maintenant, c'est quand même pas de parler de ce qui a pu, des personnes que j'ai pu connaître il y a 17 ans, alors que je signale, moi, que mon casier judiciaire est absolument vierge, que ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui se passe maintenant et la destruction de notre pays.